Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir 5 stratégies pour venir en aide à une personne qui envisage le suicide avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. On va avoir aussi une belle discussion avec l'artiste peintre Denis Levesque à propos de son exposition dénommée Les racines de l'eau. Je vais avoir aussi une autre belle discussion avec José Brittany-Mallet, que vous allez sûrement reconnaître du Musée des Beaux-Arts du Canada. Et avec elle, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle identité visuelle du Musée des Beaux-Arts. Mais avant de rentrer en plein fouet, je devrais dire, dans l'émission, j'ai quelques petites informations à partager avec vous, des informations que je trouve assez intéressantes. Et la première information, c'est celle de vous encourager à soutenir l'organisme Maison Marie-Louise. Vous connaissez sûrement la Maison Marie-Louise, c'est un organisme, qui, je vais dire, se dévoue à soutenir les familles qui sont dans le besoin et leur apporter un certain équilibre en apportant des outils pour leur épanouissement personnel et aussi pour l'épanouissement des membres de la famille. Donc, ça inclut les enfants et tous les gens qui sont autour. Et pour la première fois, si je ne me trompe pas, ils offrent une activité pour les jeunes. C'est la première fois que ça se fait et cette activité-là est sous le thème du leadership. On se rend compte que les jeunes de plus en plus prennent leur place. Ils ont besoin de comprendre comment le monde évolue autour d'eux. J'aime beaucoup l'idée que Maison Marie-Louise puisse offrir gratuitement cet atelier-là aux jeunes de 14 à 17 ans. Comme je le dis, je vais le répéter encore, c'est gratuit. Et ça sera animé par André Clermont, qui est professeur et fondateur de l'organisme Jeune Espoir. Tout ce que vous avez à faire, là, c'est d'aller au www.maisonmarielouise.org pour pouvoir inscrire votre jeune si cela vous intéresse ou si vous pensez que cela pourrait intéresser votre jeune. Ensuite de ça, une autre chose en rapport avec la Maison Marie-Louise aussi que j'aimerais vous inviter à faire, c'est vraiment visiter la boutique de la Maison Marie-Louise qui s'appelle maintenant depuis le changement, tous les changements qu'il y a eu là-bas dernièrement. La boutique s'appelle Chez Marie-Lou et c'est une boutique que j'ai personnellement visitée. Je vous dis, vous pouvez avoir de tout là-bas à moins de coût. Et c'est pas une boutique où est-ce qu'on va aller pour se dire, OK, je vais juste dans la boutique c'est pour des gens qui n'ont pas de sous. Non, je veux pas que vous le voyez comme ça. C'est vraiment pour encourager la Maison Marie-Louise, cet organisme-là, parce que quand vous déboursez de l'argent à la boutique chez Marie-Lou, ça aide la Maison Marie-Louise à continuer leur activité, celle d'aider les familles qui sont dans le besoin pour les emmener plus vers leur épanouissement. Donc, vous pouvez visiter la boutique chez Marie-Lou pour pouvoir apporter votre soutien à la Maison Marie-Louise, mais plus encore, allez directement sur le site web et vous pouvez faire un don. C'est vraiment très facile. Quand vous allez sur le site web, il y a toujours un onglet qui dit « Faire un don ». C'est là que vous pouvez faire vos dons. Deuxième organisme que j'aimerais vous inviter à soutenir encore une fois, c'est le Centre Espoir Sophie. Le Centre Espoir Sophie, vous le savez, forcément, vous le connaissez, c'est un centre un centre féministe qui aide vraiment les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie, à améliorer leur bien-être et aussi les conditions de toutes les femmes, dépendamment de qu'elles sont en train de vivre. Donc vraiment, pour eux, particulièrement, si vous avez besoin de les soutenir, ils ont besoin de vivre et de non-vivre. Et pour ça, c'est juste de visiter leur site web www.centreespoirsophie.org pour savoir exactement de quoi est-ce que le centre a besoin afin que vous puissiez apporter votre pierre à l'édifice. Une deuxième affaire que j'aimerais partager avec vous concernant le Centre Espoir Sophie, c'est que le 7 novembre prochain, ils vont organiser une levée de fonds qu'on appelle le Thé des Sophies. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Et le Thé des Sophies, cette année, va se faire de manière virtuelle. Et comme je l'ai dit tantôt, le simple fait d'acheter votre billet là, ça permettra au Centre Espoir Sophie de continuer leur action qui est d'aider les femmes, et non seulement les femmes, mais les enfants que ces femmes-là apportent dans le centre avec eux. Donc, encore une fois, www.centreespoirsophie.org, c'est le site web à visiter. La semaine précédente, je parlais avec la directrice de l'AOCVF, donc c'est l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, et elle nous parlait en fait de la belle campagne contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. On n'en parle pas vraiment beaucoup, mais avec elle, on a eu une belle discussion. Elle nous a partagé beaucoup d'outils qui se trouvent à l'intérieur de cette campagne-là. Si vous voulez avoir plus d'informations, www.aocvf.ca ou même visiter le site web qu'ils
ils ont définitivement construit pour cette campagne-là. Et le site web, c'est www.plusjamais.ca. Donc, c'est là que vous allez avoir toutes les informations. On revient à notre émission d'aujourd'hui et, comme je vous l'ai dit à l'entame, on va parler aujourd'hui avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale et elle partagera avec nous 5 stratégies pour venir en aide à une personne qui pense au suicide. On va aussi avoir une belle discussion avec l'artiste peintre Denis Lévesque. Et tout de suite après la pause, on parle avec notre belle amie José Brittany Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada à propos de leur nouvelle identité visuelle. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. Dans la prochaine émission, on discute avec Véronique Henry, la fondatrice et rédactrice en chef du blog lajournaliste.com, qui est lue par plus de 14 000 lectrices. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens maintenant avec José Brittany Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada. Et José, ça fait tellement plaisir de te parler après ce long temps d'absence que tu nous as tellement manqué. Puis aujourd'hui, tu viens avec une bonne nouvelle, celle de partager avec nous la nouvelle identité virtuelle du Musée des Beaux-Arts. Oui, bonjour, Claude-André. En fait, ça me fait chaud au cœur aussi de renouer avec toi et puis vos téléspectateurs, auditeurs. Puis effectivement, en fait, la dernière année a été pour tout le monde difficile, oui. Mais nous, au Musée des Beaux-Arts du Canada, on en a profité pour faire un gros travail d'introspection, réfléchir à nos façons de faire et réfléchir à notre mission. Et donc, pendant un an, nos équipes se sont regroupés. On a fait également beaucoup de consultations à l'externe auprès d'autres musées, directeurs de musées, mais aussi de différents groupes des communautés pour lesquelles on existe pour vraiment mieux aligner notre mission, nos objectifs, notre vision sur ce qui compte vraiment. Et ce qui en est ressorti, c'est un plan stratégique pour les 5 prochaines années, alors qui s'intitule « Transformer ensemble ». Et de ça... Donc, c'est un peu notre boussole, en quelque sorte, pour nous permettre de faire en sorte que chacune de nos actions, chacun des programmes qu'on met de l'avant, mais aussi la façon dont on travaille, la façon dont on enrichit la collection nationale, soit alignée sur ces nouvelles valeurs. Et puis il y a des piliers, comme on voulait en parler aussi, là, j'aimerais pas qu'on oublie ça. C'était les piliers stratégiques de 2021-2026. Il y en a 5, mais il y a 2 en particulier qui ont retenu mon attention, que j'ai partagé avec toi. Oui, tout à fait. En fait, dans ce plan-là, Transformer ensemble, on a identifié 5 piliers, dont construire une collection et un programme qui inspire les liens humains. Ça, c'en est un des 5. Et puis un autre des 5
que tu m'as mentionné qui t'intéressait, c'est placer les façons d'être et les formes de savoir des Autochtones au cœur de nos actions. Et puis, ce qu'il faut savoir, ce que je veux souligner, en fait, c'est que le mot fondateur de tout ça, c'est un très beau terme qui nous a été, qui a émergé de nos conversations avec le comité consultatif des aînés algonquins qui travaille avec nous, qui nous accompagne depuis déjà plusieurs années, mais qui nous a accompagnés beaucoup dans tout ce processus-là. Et le terme, c'est Ean-Kose, donc Ean-Kose, qui veut dire tout est relié. Et c'est vraiment, c'est vraiment la philosophie autochtone qu'on doit tenir compte du monde qui nous entoure, mais également de l'environnement qui nous entoure, parce que nous sommes tous interreliés avec la nature, et puis entre êtres humains, mais avec les animaux, avec le ciel, la terre, l'eau, le feu, tous les éléments de la nature. Donc, c'est à travers cette lentille-là que dorénavant, nous abordons tout ce que nous faisons pour amener plus d'équité sociale à travers les arts visuels, apporter plus d'inclusion, de diversité, et on veut que nos visiteurs, et aussi toutes les communautés pour lesquelles on travaille se sentent accueillis, se sentent reconnus et représentés aussi au musée. Donc, quand on parle de, par exemple, construire une collection et un programme qui inspire les liens humains, on veut s'assurer, par exemple, là, on a travaillé, par exemple, avec pour l'exposition Rembrandt, on a adopté une approche muséale vraiment novatrice où on a invité des auteurs et des historiens de l'art et historiens autochtones et noirs pour qu'ils apportent leur point de vue, leur perspective sur l'époque de Rembrandt. Et comment le colonialisme et l'esclavagisme ont eu un impact sur les populations noires et autochtones et que ces impacts-là continuent encore de nos jours. Donc, c'est de contextualiser l'histoire de l'art à travers les différents points de vue. Donc, c'est pour nous, dorénavant, notre façon de faire et c'est fondamental. Moi, je suis tellement contente là que cette nouvelle vision, cette nouvelle identité visuelle là soit mise en place en 2021 parce que, veut pas, on est en train de sortir, je croise les doigts là et je le crois fermement, on sort de la période de pandémie, de Covid et ça nous a appris tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour être beaucoup plus, je sais pas, pour avoir une communauté beaucoup plus forte et je pense que les 5 piliers de cette nouvelle identité visuelle là, du plan stratégique, la rentre en plein même dans ce que la communauté essaie de bâtir en ce moment. Beaucoup de résilience, beaucoup d'amour, beaucoup de pardon et tout ça. Absolument. Puis j'aime entendre ce que tu dis parce que vraiment, chez nous, au Musée des Beaux-Arts du Canada, l'empathie, l'accueil, et puis l'écoute, puis l'ouverture d'esprit sont vraiment au cœur de nos façons d'être dorénavant. Et c'est vraiment inspiré des façons d'être et de savoir des premiers peuples autochtones. Et d'ailleurs, comme vous le savez sans doute, au Musée des Beaux-Arts du Canada, nous avons la plus importante collection d'art contemporain autochtone au monde. Wow. Alors, on est très fiers et on cultive ça. Et puis, on enrichit la collection aussi d'œuvres majeures d'artistes de d'autres communautés culturelles et dont on a fait, dans cette démarche-là, donc on a fait l'acquisition de 2 installations d'artistes noirs qui sont toujours à l'affiche dans ce qui était l'ancienne entrée principale du musée, une œuvre de l'artiste noir américain Ratchet Johnson qui est absolument magnifique, qui est en fait un autoportrait de l'artiste et qui s'intitule Capsule. Et puis une autre installation d'une artiste jamaïco-canadienne qui s'appelle Tao Lewis. Et son œuvre est absolument sublime. C'est une installation dans la rotonde qui s'intitule Symphonie, qui est un être non-genré qu'elle a confectionné pendant la pandémie et qui, à partir de matériaux, de
recyclé. Et c'est un être qui se transforme en fleurs. Alors, il y a des guirlandes de fleurs qui montent jusqu'au plafond, jusqu'à la verrière de la rotonde. C'est de toute beauté. Donc, ces deux œuvres d'artistes noirs, donc ça s'intègre aussi, ces nouvelles acquisitions dans la nouvelle vision du musée. Je vais te garder avec moi, José. On va prendre une pause et juste après la pause, là, je pense que j'ai des questions à te poser par rapport aux deux expositions dont tu viens de nous parler, mais plus encore par rapport à toutes les autres expositions et aussi le prix Sobé. Je te garde avec moi, José. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si ma vie c'est à moi, loin du refuge des autres, je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent pour redessiner l'infini. J'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas, les 100 pas, les 100 pas, les 100 pas, et perdu mon temps faisant chaque fois les hauts après les bas, plus haut à chaque fois. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours au téléphone avec José Brittany Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada. On parle de la nouvelle identité visuelle. Et José, tu sais que nos discussions, là, ça passe tellement vite que je vois même pas le temps passer. Je veux qu'on rentre tout de suite dans ces deux expositions dont tu nous parlais. Capsule de Rashid Johnson et l'autre, l'installation Symphonie de Tao Lewis. Qu'est-ce qui vous a inspiré à mettre ces artistes en avant? Bien, en fait, c'est vraiment en lien avec notre nouvelle vision de faire et puis notre équipe de conservateurs d'art contemporain ont voulu mettre de l'avant ces deux artistes-là dans le cadre de l'exposition Rembrandt. Qui était à l'affiche cet été. Et Rashid Johnson, c'est un artiste qui est vraiment, qui est une étoile montante dans le monde de l'art contemporain. Il est très en vue en ce moment à New York, entre autres, et puis un peu partout dans le monde. Alors, on est très, très emballés d'avoir la chance extraordinaire de présenter son œuvre Capsule à nos visiteurs. C'est une structure, c'est une sculpture pyramidale à travers laquelle les visiteurs, d'ailleurs, peuvent se promener. Et puis, elle est constituée de plantes exotiques vivantes. Elle compte 200 plantes exotiques. Il y a aussi des sculptures en beurre de karité. Il y a la vidéo qui fait référence à des moments marquants pour l'artiste. Et puis, donc, c'est des sources autobiographiques, historiques, littéraires. C'est de toute beauté. Puis, c'est donc à l'affiche pour encore un bon moment, donc jusqu'en novembre 2022. Donc, encore pour un an, les gens ont la chance d'aller découvrir cette œuvre absolument magnifique qui se veut un autoportrait de l'artiste. Super. Alors, pour parler aussi de symphonie, parce que là, il va nous rester quelque chose comme 3 minutes. Si on parle de symphonie, elle a travaillé vraiment avec des guirlandes en textile et en cuir. C'est ça que j'ai vu. Je me suis dit, waouh, j'aurais jamais pensé qu'on puisse faire une œuvre d'art avec ça.
En fait, c'est tout fait à la main. Hein. C'est vraiment elle qui a confectionné patiemment durant la pandémie cette œuvre absolument magnifique qui s'inspire aussi de ses racines, de sa vie, de ses liens, de sa famille. Et puis, les racines, voyons, les guirlandes de fleurs qu'elle a confectionnées aussi, ça fait référence à ses ancêtres. Et puis, parce qu'elle a grandi aussi en Jamaïque. Donc, tout ça, il y a des coquillages aussi qu'on retrouve sur ces deux sculptures, la sculpture principale puis la plus petite qu'elle a ajoutée. Et c'est des coquillages qu'elle a elle-même ramassés sur le bord de la plage pendant son enfance, son adolescence encore récemment en Jamaïque. Alors c'est une très très belle sculpture. Oui. On voit l'image à l'écran en ce moment là, c'est vraiment super beau. Et puis on va inviter les gens à aller le voir. Il va nous rester 2 minutes et 30 secondes. Josée, j'aimerais pas qu'on manque le temps de parler du prix Sobé qui s'en vient bientôt. Oui, en fait, on vient tout juste d'ouvrir l'exposition et dans nos salles d'art contemporain qui présente les 5 finalistes de cette année qui proviennent de partout au Canada. Alors, j'invite grandement les gens à venir découvrir leurs talents exceptionnels. Ce sont vraiment les meilleurs artistes en art contemporain canadien à l'heure actuelle qui ont été désignés par un comité jury d'experts. Et le grand gagnant, le lauréat, va se mériter 100 000 $. Le prix Sobé pour les arts, c'est vraiment le prix le plus généreux en art contemporain au Canada, mais certainement dans le monde aussi, qui permet aux artistes de se consacrer entièrement, corps et âme, à leur art. Et le grand gagnant sera annoncé lors d'une soirée de gala privée le 6 novembre prochain. Mais entre-temps, venez voir en grand nombre ces magnifiques œuvres et peut-être voter, décider par vous-même lequel se mérite le prix. Mais en tout cas, beaucoup de belles choses au Musée des Beaux-Arts. On va inviter les gens à visiter votre site web. Merci beaucoup à toi et puis il me tarde de te parler une prochaine fois. Bonne journée, Josée. Au plaisir, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.beauxarts.ca, c'est le site web du Musée des Beaux-Arts du Canada. Beaucoup d'expositions sont en cours en ce moment. Visitez le site web pour avoir plus d'informations et pourquoi pas leur faire une petite visite. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec l'artiste peintre Denise Levesque. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens maintenant avec l'artiste peintre Denise Levesque. Et j'ai tellement hâte de parler avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle va nous parler de son exposition intitulée « Les racines dans l'eau ». Puis il faut dire que Denise, tu t'intéresses beaucoup aux plans d'eau. Je suis bien curieuse de savoir pourquoi. Mais les plans d'eau, c'est parce que moi, j'adore l'eau.
Et on a grandi, ma famille et moi, ma fratrie, là, 6 sœurs, un frère. On a passé tous les étés de notre enfance sur le lac, au chalet du lac Nipissing. Puis, pour moi, l'eau, ça représente la vie, la sérénité, le calme. Lorsque je suis devant l'eau, je suis pas la même personne. Lorsque je me baigne et que je sors de l'eau, ben là, c'est le renouvellement total. Si je vois pas de l'eau pour longtemps, là, c'est de la peine. Lorsque je vois de l'eau après 2 mois sans l'avoir vue, là, j'ai presque les larmes aux yeux. Oh. Donc, et aussi cette ressource naturelle, elle est tellement importante pour l'être humain, puis c'est tellement facile de ne pas s'en occuper, puis de ne pas faire attention, puis elle peut devenir sale, elle peut devenir... on peut même tuer nos lacs si on ne fait pas attention. Au Canada, on a tellement de lacs. Je ne voudrais pas que nos cours d'eau canadiens deviennent aussi pollués que ceux de pays asiatiques ou de pays très populés. Ouais. Puis, on peut faire attention. Il y a déjà de la pollution dans nos lacs. Puis, pour moi, c'est un ressourcement. Et aussi, c'est un retour à mon essence. Quand je suis devant l'eau, c'est un retour au divin. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment comme... quand tu parles, Denis, j'ai l'impression que tu n'as vraiment pas l'impression, je suis sûre que c'est ça, tu as une connexion très spirituelle avec l'eau. C'est clair, c'est clair. Oui, c'est ça. Quand j'entre dans l'eau, puis si je suis pas bien, puis que je vais me baigner, ben je vais ressortir vraiment bien. Oui, c'est ça. J'ai lu, j'ai pas lu, je pense que j'ai vu ça dans un film ou peut-être sur les réseaux sociaux, je me rappelle plus, mais ça m'avait tellement touchée. C'était quelque chose qui disait comme même prendre un bain, se faire prendre juste un bain là, on a l'impression qu'on fait tomber tout ce qui est comme trop lourd sur nous, comme on se délaisse de tout ce qui n'est pas à nous. J'étais comme c'est profond ça, mais juste prendre un bain, ben on se baigne rapidement, on sort de la douche, mais il faut prendre le temps apparemment d'avoir une connexion avec l'eau. Ah oui, j'y crois. On est 70 de matière d'eau, comme l'océan. Donc, on est vraiment en harmonie avec la Terre, alors faisons attention à ça. Il faut faire attention à nos sources d'eau. Alors c'est ça qui me motive. C'est ça. Pour une artiste peintre comme toi qui a cette connexion spirituelle avec l'eau, dis-moi à quel moment que tu as commencé à te dire « OK, je vais m'intéresser seulement au plan d'eau, puis je vais vraiment peindre ça. » D'accord. Ça a commencé en 2010 à peu près. Et ma soeur et moi, on allait se baigner au lac Meach, puis il venait d'avoir une averse terrible. Puis c'était pas croyable, la beauté après l'averse. On parle d'une averse sérieuse, là, très lourde. Et au mois d'août, puis j'ai pris une photo, j'ai fait le tableau. Puis c'est le bien-être que je retrouve devant l'eau et dans l'eau qui m'a motivée à faire ça. J'ai passé une partie de ma carrière à faire des personnages dansants. Et ensuite, je suis passée à des paysages. Ensuite, je suis passée aux paysages de plans d'eau. Et pour moi, c'est probablement quelque chose que je vais poursuivre pour très longtemps parce que ça me touche beaucoup. On a des images même qui vont passer en ce moment qui ont rapport avec l'exposition Les racines dans l'eau. Puis j'aimerais que tu me parles, si possible, du projet et de qu'est-ce que tu as voulu déposer dans ces images-là qui se trouvent dans cette exposition. Alors ici, vous voyez une interprétation de... Bon, donc l'exposition se trouve chez la Galerie d'art de Jean-Claude Bergeron jusqu'au 31 octobre. Alors, qu'est-ce que c'est le premier volet? La première partie de ma série, c'était de parler à mes frères et sœurs et leur demander de me présenter un plan d'eau qu'ils aimaient énormément. Lorsque j'ai reçu les photos et que j'étais prête à commencer à travailler, j'ai appelé chacun de ces frères et sœurs, dépendant de lequel je faisais à quel moment. Et j'ai demandé, pourquoi aimez-vous ça? Et là, j'ai peint en pensant à eux. Donc, je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous aimez vraiment votre tableau. J'ai pris des notes. J'ai peint en pensant à eux. Et la série touche au thème de l'eau, mais aussi le thème primaire, c'est l'empathie. Et l'empathie, c'est la capacité de rentrer dans la peau des autres et de sentir qui ils sont,
sentir leur vécu. C'est pas juste de la sympathie, c'est un peu plus. Et la deuxième partie de mon exposition, j'ai décidé que j'allais peindre les tableaux, les images, en le faisant ce que moi j'aimais de leur image, car ce qu'ils m'ont envoyé, c'est pas quelque chose que j'aurais choisi. Donc, j'ai peint en pensant à eux, et la deuxième partie, j'ai pris l'image ou l'ébauche ou la photo ou l'esquisse, et j'ai peint ce qui me tentait vraiment, sans penser à eux. Alors, c'est de voir la différence, là, l'artiste. Résultat. C'est ça qu'on voit dans l'exposition. Il faut le dire, là, moi, je veux me permettre, toutes les images sont super belles. J'ai pu voir les images, elles sont super belles, mais il y a une en particulier qui a remué quelque chose en moi. Puis je me suis dit, parce que moi aussi j'aime un tout petit peu l'eau, mais pas profondément comme vous, c'est l'image en bleu. On voit l'eau, mais puis aussi on voit le reflet du soleil qui descend dans l'eau, et puis ça ressemble à un coucher de soleil. Et la plupart du temps, là, tout le monde aime le coucher de soleil. C'est tellement... Ça m'a apaisé de voir cette image-là, sincèrement. Oui. Alors, cette image-là, c'était mon interprétation du tableau que j'ai fait pour ma sœur. Donc, on est dans les Caraïbes. Donc, les sœurs qui n'ont pas de chalet m'ont envoyé des images de pays qu'elles visitent. Alors, celle-ci, c'était l'interprétation de Louise. Puis, je dois vous avouer que quand j'ai fait mon coucher de soleil pour ma sœur, j'ai dû recommencer 12 fois. Wow. Je ne comprenais pas pourquoi je ne réussissais pas. Oui. Mais un coucher de soleil, je me suis demandé, est-ce que ce sont la complexité et la grande variété de couleurs qu'il y a dans un coucher de soleil sans qu'on s'en rende compte, là. Moi, en le faisant, ça m'a touchée. Mais alors, c'est ça, oui. Coucher de soleil apaisant. C'est ça, coucher de soleil apaisant. Presque tous les frères et sœurs ont parlé de comment l'eau les calme. Oui. Tous. Oui. Ben, veut pas, là, on a tous un rapport très étroit avec l'eau, même si on ne veut pas le reconnaître. Denise, vous avez fait un excellent travail. Puis nous, on va inviter les gens à aller à la galerie Jean-Claude Bergeron parce que ça arrête l'exposition le 31 octobre. Donc, on a une dizaine de jours pour aller voir cette expo-là. Félicitations et puis au plaisir de se parler une autre fois pour une nouvelle exposition, qui sait? Oui, absolument. Et merci beaucoup. Bonne journée. Claude-Andrea. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, je vous invite vivement à voir cette exposition-là. Donc, pour la voir, allez au www.galerie-jean-claude-bergeron.ca. À cause de la COVID, je sais que l'exposition sera accessible seulement sur rendez-vous. Donc, vous devez d'abord visiter le site web pour pouvoir, prendre rendez-vous pour voir cette exposition-là. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale et il sera question avec elle de 5 stratégies pour venir en aide à une personne qui pense au suicide. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Trop tard, je mets mon chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis bien paresseux, je cuisine bien flat, j'ai encore brûlé mes jours tomates. Yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je dis, stop shake mon gars. Oh, oh, oh. Je dis, stop shake mon gars. Yeah. De ce temps-là, c'est comme si les coquines me voient venir à 1000 à la ronde. J'suis pas capable de leur mentir, j'parlais de me caser à
tourner les pouces, ça tourne mieux à deux. Et où moi ma douce. Exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le 10 septembre précédent a été la journée mondiale de la prévention du suicide, mais c'est un sujet qui est encore d'actualité. Ce matin, j'en parle avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale qui va faire son entrée maintenant dans notre studio virtuel. Dania, c'est un sujet assez... Ouf, ça fait mal d'en parler, hein? Ça fait tout bizarre en tout cas. Oui, ça fait bizarre. C'est sûr que ça rend les gens inconfortables, même ceux qui sont experts en la matière, parce qu'on n'aime pas être en présence d'une personne qui souffre. Hein? Ouais. Et on sait que pour en venir à se sentir tellement souffrant émotionnellement et psychologiquement pour envisager un suicide, c'est très profond là, comme émotion. Hein? On n'aime pas voir les gens qu'on aime souffrir. Donc, oui, donc faut aller au-delà de la journée de sensibilisation, au-delà de la semaine ou du mois, comme toute autre bonne cause, pour continuer la lutte contre le suicide et pour apporter du soutien tangible aussi auprès des gens qui pourraient avoir des pensées suicidaires ou qui auraient pu penser à faire des tentatives. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous 5 stratégies que les gens peuvent faire pour apporter du soutien justement aux personnes qui pensent au suicide. Je pense que le premier point dont on va discuter, je pense que les gens se posent la même question que moi. Comment on fait pour reconnaître une personne qui pense au suicide? Bien, en fait, puis avant de répondre à ta question, j'aimerais juste offrir un contexte, dans le sens où la personne qui souffre, qui a des idées suicidaires, est la personne pour laquelle on doit offrir notre attention, mais aussi les gens qui l'entourent. Okay. Je vais juste partager quelques statistiques avec toi. Il y a environ 10 personnes au Canada qui décèdent d'un suicide. Okay? Et la plupart de ces gens-là, plus de 90%, ont des problèmes de santé mentale. Okay? Et qui ont été soit négligés ou bien qui n'ont pas reçu le bon degré de soutien. Puis, il y a aussi des jeunes qui pensent à ça et qui ont des tentatives. Donc, les jeunes et les enfants âgés de 10 à 19 ans, pour eux autres, tant pour les adultes âgés de 20 à 29 ans, c'est la deuxième cause de décès. Donc, c'est pas petit. Non. Et les adultes de 30 à 44 ans, c'est la troisième cause et ça descend, ça décale là de rang, plus on avance dans l'âge. Puis, il faut savoir aussi que pour chaque tentative, il y a au moins 7 à 10 personnes qui sont affectées par ça. Et donc, leur santé mentale est affectée. Donc, c'est vraiment, évidemment, il y a d'autres chiffres que je pourrais partager, mais pour répondre à ta question, un des signes avant-coureurs, et il faut comprendre qu'il y a une constellation de signes, donc c'est pas chaque signe qui va nécessairement aboutir à des pensées suicidaires, mais l'affirmation de désespoir. Okay? Lorsque la personne se sent comme étant un fardeau pour son entourage et sa famille, ça c'est un signe à ne pas négliger. D'autres signes, c'est évidemment si la personne exprime clairement qu'elle tient à mettre fin à sa vie. Faudrait pas prendre ça pour de la blague alors. Non, il ne faudrait pas prendre ça pour de la blague. Surtout que ce qu'on sait parmi les experts, c'est que le plus souvent, les gens veulent juste arrêter la souffrance émotionnelle ou la souffrance psychologique. Ils ne tiennent pas nécessairement à mettre fin à leur vie comme telle. Okay? Donc ça, le suicide, c'est comme une solution permanente à un problème qui, la plupart du temps, est passager. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger ça. Et évidemment, si la personne parle qu'elle a un plan de suicide ou qu'elle a fait une tentative ou qu'elle songe à faire une tentative, alors là, ce sont des signes très flagrants sur lesquels il faut agir. Okay? Donc, il faut rester calme, accéder les services de crise. OK, rester calme, ouf. Comme toute urgence. On prend un respire,
on songe à prendre le téléphone, appeler le 911 ou la ligne de crise. Si tu me permets, je peux peut-être indiquer une de ces numéros-là. Parfait. La ligne de crise de la ligne d'écoute téléphonique du Service canadien en prévention du suicide. C'est le 1-833-456-4566. OK? Et là, on voit à l'écran le numéro pour la province du Québec. Okay? Donc, d'autres signes aussi qui pourraient faire partie du tableau, c'est évidemment le sentiment d'isolement, l'isolement social, une augmentation aussi de la consommation de substances. Souvent, on peut se demander, mais pourquoi la consommation de substances? Mais c'est parce que ça affecte nos facultés cognitives, mais aussi nos comportements. Donc, on est plus vulnérable à porter des gestes impulsifs qui pourraient menacer notre sécurité personnelle. Wow, okay? Puis donc, avec ça, il y a le changement il y a des comportements imprudents et puis aussi des changements, des fluctuations drastiques d'humeur aussi. Donc, comme j'ai dit au tout début, chaque signe comme tel n'est pas nécessairement un signe qui indique que la personne pense au suicide comme tel, à moins évidemment qu'elle le verbalise très clairement. Et là, ben ça fait en sorte qu'il faut poser la question clairement pour dire « Ah, attends une minute, tu m'as dit A, B, C, D, E. Moi, ça me fait penser que peut-être tu as déjà songé au suicide. » Alors là, on pose la question très clairement, ouvertement, est-ce que tu as déjà songé au suicide? Okay? Okay. Parce qu'il se pourrait que ces signes-là ne soient pas en lien du tout avec le suicide. Donc, il faut savoir sur quel pied danser. Est-ce qu'on vire la trajectoire de la conversation vers une intervention de crise ou pas du tout? Okay. Puis en parler, aussi aborder le sujet, ne fait pas en sorte que la personne va passer à l'acte. Ça, c'est un mythe qui a été très répandu. C'est exactement ce que je voulais te poser comme question, parce que quand tu parlais d'isolation, on remarque que, par exemple, une personne de notre famille est isolée, bien, on va vers pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai vu dans les notes que tu as partagées avec moi que tu disais qu'il faut normaliser le fait de parler du bien-être et du mal-être aussi, mais comme tu le dis, là, on a peur de prononcer même le mot suicide parce qu'on se dit c'est nous peut-être qui allons le mettre dans la tête de l'autre. Donc, souvent, on n'en parle pas. Non. En fait, sais-tu, le mentionner apporte un certain soulagement auprès des gens parce qu'ils s'auto-stigmatisent aussi. Ils s'empêchent d'aller chercher de l'aide en pensant que les personnes vont être tellement très mal à l'aise qu'ils vont les fuir ou ils vont juste ignorer leur état émotionnel, etc. En fait, ce que ça fait, c'est que ça indique aux gens qu'on est ouvert à la discussion ou on est ouvert à leur porter du soutien. Okay. Et souvent, ces gens-là souffrent en solitude parce qu'ils ont peur de la réaction des gens, mais ils ont quand même besoin d'aide. Wow. OK, je vais te... Donc, vas-y. Ce que j'allais dire, c'est que lorsqu'on se sent inconfortable d'en parler, il faut tout simplement le dire. Il n'y a pas de honte à être transparent et à afficher notre vulnérabilité aussi. Ça fait juste confirmer l'émotion qui navigue autour de nous, autour de la conversation, dans la conversation. Puis, ça indique à la personne, OK, même si je me sens inconfortable de t'entendre, de souffrir tellement au point que tu penses au suicide, je veux quand même t'apporter de l'aide. Et es-tu d'accord qu'on continue la conversation ou qu'est-ce que je peux faire maintenant pour toi, pour t'aider? Pendant que j'étais avec moi à l'émission, là, je vais te poser toutes les questions possibles. Là, tu as parlé du fait de parler à la personne et imaginons que la personne nous réponde « Oui, j'ai envie de me suicider ». Je sais que tu as des outils pour nous à partager avec nous et ceux qui nous regardent. Fait qu'on va prendre une pause et juste après la pause, là, on va essayer de décortiquer les outils que tu nous apportes aujourd'hui. Merci beaucoup, Dania. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas.
De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale et aujourd'hui, on parle de 5 stratégies pour aider une personne qui envisage le suicide. Dans notre premier bloc, Dania, juste pour faire un résumé, pour que les gens soient au courant que c'est assez important, il faudrait remarquer des signes avant-coureurs comme l'isolation et tout ça, aller parler avec la personne. Et moi, ma question, c'est quand on parle avec la personne et qu'elle nous avoue effectivement que oui, je pense au suicide, quelle doit être notre réaction? Mais là, c'est de lui dire qu'on est là pour l'appuyer, Okay. on peut demeurer présent pour l'aider à accéder à des experts en la matière pour lui offrir le soutien. Donc, ça veut dire qu'on demande la permission de l'accompagner là-dedans, Okay. dépendamment du temps qui nous est disponible. Ensuite, on compose les numéros de téléphone locaux auxquels on a accès. Puis, on va chercher aussi... Puis, oui, les personnes aidantes peuvent être évidemment des professionnels, mais ça pourrait être aussi des personnes de son entourage, soit amis, famille, collègues de travail. Je vais en revenir un peu plus tard. Aussi, c'est important de reconnaître que les outils ou les numéros de téléphone auxquels on accède, ceux qui sont le plus idéal, c'est ceux qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours semaine, évidemment. Parce que la crise peut avoir des hauts et des bas, peut se manifester de haut en bas. Et donc, faut que la personne puisse savoir quel numéro accéder, site web, etc. Puis aujourd'hui, on a toutes les options par téléphone, par chat, etc. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de développer un plan de sécurité, okay? Pour que la personne, pour qu'on aille au-delà de la conversation. Puis il y a certaines composantes qui doivent être inclus dans un plan de sécurité, puis on n'a pas besoin d'être un professionnel de la santé pour au moins amorcer le développement de ce plan-là. Okay? Une chose qui est très importante, c'est qu'il faut créer le plan de sécurité avec la personne, pas pour la personne. Okay? Pourquoi? Parce que la personne se connaît elle-même. Okay? Donc, elle connaît ses forces et ses faiblesses les plus privées. Donc, elle n'ira pas développer un plan de sécurité qu'elle sait qu'elle va pouvoir saboter, okay? La plupart du temps. Okay? Donc, on va demander à la personne, écoute, avant qu'on se quitte, qui aimerais-tu qu'on contacte? Okay? Soit un membre de son entourage ou un professionnel de la santé. Et donc, on l'inscrit sur une note papier ou dans notre téléphone, etc. Aussi, on demande à la personne de nous reverbaliser quels sont leurs signes avant-coureurs. Pourquoi? Parce que la prochaine fois que ces signes-là surviennent en tête ou en eux, ben, ils vont être plus alertes à ces signes-là et ils vont pouvoir plus rapidement se dire que, OK, j'ai un plan de sécurité qu'il faut que j'accède. Où est-ce qu'il est? Il faut que j'aille le chercher au cas où ça continue que la crise continue à monter. OK, parce que tu es en train de dire, ensuite, là, je me rends compte que tout le monde a un rôle à jouer auprès d'une personne qui serait susceptible de penser au suicide. On ne doit pas juste attendre des experts, parce que tu parles du plan de sécurité que tout un chacun peut faire. Oui, exactement. Aussi, comme ce qui pourrait sembler anodin, c'est de dire à la personne, de demander à la personne, mais c'est quoi, quelles sont tes stratégies d'adaptation? Comment est-ce que normalement, tu parviens à gérer tes émotions? Okay? Pourquoi? Mais c'est pour rappeler à la personne qu'elle a en fait des forces. Okay? Donc, des fois, il s'agit juste qu'on soutire ces informations-là de la personne pour que ça puisse devenir de plus en plus évident en tête. Parce que des fois, on est tellement enfoui dans nos émotions, on ne voit plus qu'est-ce qui se passe autour de nous, on ne voit plus nos forces. C'est vrai. OK? Donc, ça, c'est un aide additionnelle qu'on peut demander. Aussi, je consulte mes notes. Il faut évidemment continuer à parler ouvertement de ce que la personne ressent, qu'est-ce qui l'a amené à ça, pour pouvoir essayer de déceler des raisons de vouloir vivre. Okay? Souvent, dans les mots de la personne, on va détecter des rêves peut-être que la personne convoitait ou des événements qui ont eu lieu dans les dernières semaines ou derniers mois qui lui font raviver sa flamme de vie
Puis ça, il faut vraiment mettre ça en surface dans la conversation pour protéger ce côté vie-là, pour protéger la flamme de vie de la personne. OK. Souvent, c'est en parlant que la personne peut réaliser qu'elle a vraiment un côté vie qu'elle cherche à protéger, et c'est pour ça qu'elle accepte de recevoir le soutien de la personne. Moi, j'ai reçu une grosse douche d'eau froide là quand j'ai vu les notes qu'on devait se partager et discuter aujourd'hui, parce que pour des gens qui sont super empathiques comme moi, tout de suite, si j'ai quelqu'un devant moi qui me dit qu'il pense au suicide, je vais toujours tout de suite vouloir couvrir cette personne-là et tout. Et dans tes notes, c'est bien noté, et je l'ai surligné en rouge, s'abstenir d'offrir des solutions. Parce que je me suis dit, quand j'ai vu celui-ci, mais là, on veut aider la personne, mais pourquoi on devrait s'abstenir? Bien, c'est parce que faut comprendre que le besoin d'aider les gens, c'est un besoin qui est propre à nous, n'est-ce pas? Mais c'est pas nous qui avons besoin d'aide, c'est la personne avec qui on s'entretient. Okay? Et il y a un élément de, en anglais on dit readiness, il y a un élément préparatoire qu'il faut ajuster pour savoir quel degré d'aide est-ce que la personne, auquel la personne est plus réceptive. Okay? Si je te donne un panier plein d'outils, plein de solutions, mais que t'es pas prêt, que la personne n'est pas prête à prendre ça en charge, ça nous fait mettre sur une voie désynchronisée. Et puis on s'incruste peut-être dans un environnement que la personne ne veut pas en ce moment. Oui, c'est vrai. Exactement, exactement. Donc, il faut y aller pas à pas avec la personne. Ça pourrait prendre du temps, mais l'important dans tout ça aussi, c'est de ne pas se responsabiliser pour le résultat final. OK? Parce que des fois, la personne va quand même prendre part à la conversation de façon active, de façon honnête et transparente, et quand même essayer de faire des tentatives. Ça fait mal, ça. Et ça fait mal, et le fardeau n'est pas la personne qui apporte le soutien, ça, c'est la responsabilité de la personne à accepter, à épauler. OK. Donc, la meilleure des options à faire, c'est vraiment d'aller chercher les bons outils à partager à cette personne, et puis voir si cette personne est prête à recevoir ces outils-là. Je pense qu'on pourrait voir les images pour les appels, pour les différents centres qu'on peut appeler. Puis, pour terminer, là, tu as mis comme note qu'il faut, pour les prochaines étapes, après tout ça, vraiment s'enquérir des nouvelles de la personne. Comme à l'intervalle de jours que tu nous donnerais, ça serait combien de jours? Ça dépend. Ça dépend du type de relation qu'on a avec la personne. Si c'est une personne avec qui on est très, très, très proche, comme une sœur ou un frère, ben là, on y va selon notre intuition, mais comparativement à si c'est une relation professionnelle de travail, un collègue de travail, ben on pourrait attendre quelques heures de plus ou quelques jours de plus, tout dépend. Mais le fait de revenir vers la personne pour lui faire savoir qu'on tient à elle, à cette personne-là, et qu'on cherche à voir est-ce que vraiment la personne a eu le courage de continuer à recevoir de l'aide, c'est essentiel, parce que la personne a juste besoin de s'exprimer et de se sentir appuyée, soutenue par une personne qui tient à elle. Écoute, c'était pas un sujet facile aujourd'hui, là. Pas parce que je l'ai vécu personnellement, parce que je me dis le suicide, c'est comme... Oh, c'est gros, surtout pour les familles qui vivent ces affaires-là. Et là, il va nous rester juste 45 secondes. Quel serait, toi, un petit message que tu pourrais comme lancer à des personnes qui pensent en ce moment au suicide? Je pourrais dire que, écoutez, il y a des gens qui sont experts en la matière, qui sont formés, qui ont l'expérience de vous donner de l'aide sur le moment, mais aussi entre les périodes de crise. Donc, n'hésitez pas. Ils n'attendent que vous preniez le téléphone pour les rejoindre. Et faites confiance au processus. Il est là, et il y a eu beaucoup de survivants. Merci beaucoup, Dania. Auprès des personnes qui pensent au suicide. Merci beaucoup, Dania. Et puis, il me tarde de parler avec toi à la prochaine chronique. Je te souhaite une excellente semaine. Merci. Bonjour à l'équipe. Au revoir.
Allez, pour vous autres à la maison, sujet assez difficile, mais je vous invite à visiter le site web de l'Association canadienne pour la santé mentale, www.ottawa.cmha.ca. Je vous le donne après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À l'émission de cette semaine, on rencontre M. Gérald Côté, un conteur et chanteur qui nous vient de la chute à Blondeau. Donc, j'espère que vous serez des nôtres pour l'émission. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochaine émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Mme Christina Ardan de la Maison des soins palliatifs d'Ottawa, située à Orléans et que nous avons à découvrir, c'est assez récent. Elle nous parlera de tout cela. Le deuil fait partie de la vie. Parlons-en. Parlons-en, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, discussion assez difficile. On a parlé tantôt avec Daniel Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale et vous avez besoin de plus d'informations, vous avez besoin de savoir où est-ce que vous pouvez accompagner ou diriger les personnes de votre entourage qui pensent au suicide. J'aimerais vous inviter à appeler le numéro 1-883 345-4566. Le numéro apparaît à l'écran si vous avez besoin d'une quelconque aide. J'aimerais aussi vous inviter à visiter le www.galerie Jean-Claude Bergeron pour voir l'exposition de l'artiste peintre avec qui j'ai parlé durant l'émission, Denis Levesque. L'exposition s'intitule « Les racines dans l'eau », une exposition assez douce, je vais dire, parce que j'ai parlé avec elle tantôt. Elle a une connexion assez intime avec l'eau, tout ce qui est pur en tout cas, et je vous invite vivement à voir cette exposition-là uniquement sur rendez-vous. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, on va parler avec Catherine Briand, qui est la nouvelle directrice générale de l'ACFO, et on va avoir d'autres invités aussi super intéressants. Alors, on se voit demain à partir de 11h. J'espère que vous serez des nôtres. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Prochaine émission de Passeport 1225, nous accueillons Olga Matvika, une étudiante de la cité collégiale, qui va nous parler des spectacles à venir dans la région de la capitale. Ensuite, vous verrez un retour sur les entrevues de cette saison. Soyez des nôtres. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Regardez TV Rogers.